Madame Sheila Cobbs. Nous avons donc effectivement la table ronde ministérielle. Je sais que M. Abdoulaye, directeur national de la promotion des investissements au ministère de la promotion des investissements, du partenariat et du développement des téléservices de l'État au Sénégal, est ici présent, le voici. Donc ce seront les deux personnes qui seront présentes aujourd'hui pour cette table ronde ministérielle. Et bien sûr, ce sera modéré ici par Madame Sheila Cobbs, que vous connaissez, qui ne se présente plus bien sûr. Je vous invite à suivre donc cette conférence. For everybody that needs translation, again, I would like you to know that there are headsets available. They're at the door right next to the entry of this room. If you need one, you would need to give them identification and they will give you a headset. And obviously you can get your identification back as soon as the event is done. Merci beaucoup. On est choyés d'avoir une femme si fabuleuse qui fait partie aussi de Radio-Canada International. Il faut l'applaudir. Bien qu'on doit s'en servir plus de Radio-Canada International parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique. In any case, thank you very much for joining us. As was mentioned by our distinguished host, there are écouteurs, listeners for translation. So if those of you who speak only one language would like to take a moment to get your earpieces, they are available to you. Ça me donne un grand plaisir. Aujourd'hui, on va avoir une discussion, une table ronde ministérielle. Et comme on sait fortement, c'est bien beau de voir le club des ex, comme moi et Aldea, qui est des nôtres maintenant. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être capable de faire les connexions directement avec les ministres et les gouvernements. Et on est choyés qu'à cet forum fantastique, que le Sénégal soit mis en vigueur et mis en valeur comme invité spécial et pays reconnu par Afrique Expansion. Et j'appelle en ce moment alors le premier intervenant, c'est le ministre responsable de l'industrie et des mines du Sénégal, un atout très important, et je l'invite à prendre la parole. Merci madame. Je viens au pied levé parce que le ministre est dans l'avion actuellement. Il est censé être dans l'avion. J'ai donc le redoutable devoir de me substituer à lui. Je n'ai pas la dignité de ministre, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour être un digne remplaçant de M. Aly Ngouille Ndiaye, qui, j'en suis sûr, parlerait de l'industrie en Afrique mieux que moi. C'est pour ça que je sollicite votre indulgence. Mais j'ai beaucoup de choses quand même à vous dire sur l'industrie en Afrique, les nouveaux paradigmes, les derniers développements. Alors, la première chose que je voudrais dire sur le sujet, c'est de constater avec vous quelques faits nouveaux dans le secteur industriel en Afrique, qui sont étayés par un certain nombre de faits. J'écrivais par provocation qu'il y a des économistes dits afro-pessimistes qui ont la particularité de toujours dire que l'Afrique c'est un continent, de tracer l'Afrique sous de mauvais traits. Vous constaterez avec moi qu'ils sont devenus moins bavards depuis que le continent affiche des taux de croissance très élevés, parmi les plus élevés au monde. Et même depuis 3 ans, les plus élevés au monde. Alors, on avait tendance à dire que le seul facteur qui déterminait la croissance en Afrique, c'était l'appréciation des cours des matières premières. Autrement dit, que la croissance n'était pas le fruit d'un travail, d'une valeur ajoutée, mais elle était plutôt liée au simple fait que les cours des matières premières s'appréciaient sur les marchés. Alors, ce paradigme est en train de tomber, parce que non seulement
la croissance historique qu'on enregistre depuis 4 ans, se fait dans un contexte où les cours des matières premières connaissent un marasme, que tout le monde a constaté. Tous les cours des matières premières à l'échelle mondiale, particulièrement les matières premières exportées par l'Afrique, sont inscrits dans un marasme ambiant depuis 4 ans. Il n'empêche, l'Afrique fait des taux de croissance élevés. Le deuxième constat qu'il faut faire par rapport à cela, c'est que les pays les plus dynamiques du continent, à savoir l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, n'ont quasiment pas de matières premières. Donc cela traduit un nouvel esprit. Ça veut dire que la croissance est plutôt portée maintenant par le travail. Et qui plus est, la Commission économique pour l'Afrique nous fait comprendre que la part de l'industrie dans le PIB africain a progressé ces 5 dernières années de l'ordre de 7% en moyenne. Donc ça, c'est un fait majeur qui était l'idée qu'il y a une mutation industrielle qui s'opère à l'intérieur de l'Afrique. C'était la première chose que je voulais partager avec vous. Cette exigence de transformation industrielle est renforcée également, au-delà des problèmes macroéconomiques qu'on soulève tout le temps, l'emploi, la main-d'œuvre, tout cela, la lutte contre la pauvreté, par l'exigence de stabiliser nos rentrées de ressources. Qui dit rentrée de ressources dit stabilité des ressources. Et à cet égard, l'Afrique a été souvent confrontée à un phénomène de volatilité des cours. Cette volatilité des cours était de nature à empêcher la définition de politiques budgétaires efficaces et de politiques de revenus efficaces. Parce que les cours s'inscrivaient dans une forme erratique d'évolution qui empêchait toute politique de prévision de rentrée des ressources. En procédant à une transformation de ces matières premières, on supprime, donc on annule le phénomène de volatilité, ce qui peut être profitable pour l'économie. La troisième chose, c'est que le Premier ministre du Sénégal disait la dernière fois que nous exportons autant d'emplois à l'étranger que nous exportons de matières premières brutes. Autrement dit, si nous ne transformons pas nos matières premières, nous sommes victimes nous-mêmes de notre propre incohérence politique. Qui dit transformation de matières premières dit maintenant création d'emplois et tout ce qui va avec. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, également sur le plan industriel, c'est que tout le monde connaît aujourd'hui le marasme économique que connaît la Chine. La Chine, c'était le champion du monde industriel. Il l'a été pendant 15 ans, mais il arrive au bout de son essoufflement. Depuis 5 ans, la Chine ne fait plus des taux de croissance de 10%. Pourquoi? La raison est simple, c'est parce que la Chine a connu un coup de baisse de productivité du travail et baisse de compétitivité dans le segment dit bas de gamme. Autrement dit, les industries de chaussures, de textiles, de peau, de jouets ne sont plus compétitives dues à la montée en puissance d'une classe moyenne qui exige beaucoup plus de salaires, beaucoup plus de revenus. Et ces charges pour les entreprises se sont traduites par une baisse de la profitabilité de l'industrie chinoise. Donc, pour juguler ce phénomène, les autorités chinoises ont défini en 2006 un programme qu'ils appellent Going Global. Going Global, ça consiste à créer en Afrique, où les prix des salaires réels, les coûts des facteurs sont maîtrisés, 85 millions d'emplois dans le continent africain. Évidemment, ça pose des défis pour des pays comme le Sénégal. Ça pose des défis pour des pays qui ont une vocation industrielle. 85 millions d'emplois à capter d'ici 10 ans, il y a toute une course de vitesse qu'il faut entamer dès maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, des pays ont des approches différenciées. Mais le pays qui apparaît comme étant... les pays qui apparaissent plutôt comme étant les plus proactifs en la matière, c'est le Sénégal, c'est le Kenya, c'est l'Éthiopie. Il y a certains pays même qui ont décrété une forme de gratuité sur certains coûts des facteurs, le foncier et l'électricité. Je ne vais pas les citer parce que ce ne sont pas mes pays. Mais toujours est-il que ça pose des défis réels. 85 millions d'emplois à créer dans l'industrie bas de gamme en Afrique, c'est vraiment un défi important. Maintenant, en ce qui concerne les défis immédiats pour le Sénégal, nous avons décidé d'œuvrer à la disponibilité des coûts des facteurs de production, notamment l'électricité. Nous avons décidé également, à travers les politiques économiques, de consolider la compétitivité du coût du travail. Parce qu'il ne sert à rien pour un Chinois de venir investir en Afrique et de subir les mêmes avatars qu'il a connus dans son propre pays. Nous avons la consolidation d'infrastructures de proximité avec les pays de débouchés, comme les ports, les aéroports, les routes,
qui sont autant de phénomènes d'attractivité pour le continent africain qu'il devra développer pour capter ces 85 millions d'emplois. Et enfin, et ça c'est peut-être un clin d'œil pour le Sénégal, il faut absolument consolider la stabilité sociopolitique, qui est une marque de référence du Sénégal en la matière. De ce point de vue, nous avons une distinction à conserver. Nous sommes en avance sur les autres, même si nous ouvrons davantage à rendre disponibles les facteurs de production. Alors concrètement, qu'est-ce qui est fait au Sénégal à cet égard? Il y a la construction de parcs industriels. Il y a la définition de zones économiques spéciales. Monsieur le directeur général de l'APIX qui vient d'arriver, monsieur le directeur général est là, monsieur Muntagassi. Il va en parler plus en détail que moi lors de la journée sur le Sénégal en ce qui concerne l'environnement des affaires. Il y a surtout la politique de pari industriel, qui est une composante du plan Sénégal émergent. Il s'agit de créer une synergie autour d'un port minéralier qui aura la vocation de fédérer toutes les énergies autour de 6 projets. Ces 6 projets sont une centrale électrique de 400 MW d'électricité à partir du gaz LNG. Il s'agit d'une aciérie de 4 millions de tonnes, d'une raffinerie d'une capacité de 200 000 barils par jour, du développement de sites miniers dans le fer au niveau de la partie orientale du Sénégal, au niveau de l'or dans le sud du pays, qui seront donc tous connectés au port minéralier dont je viens de parler. Il s'agit également d'un projet particulier. Je prends le risque d'être hors sujet, mais je suis chef d'un projet qu'on appelle Hub minier régional. L'idée, c'est de faire du Sénégal un centre de référence pour les mines, à travers l'essor des mines qui est constaté en Afrique de l'Ouest. Vous avez des mines au Sénégal, en Guinée. La Guinée, pour rappel, aura la plus grande mine du monde, la mine de Simandou, pour le fer, dont on dit que la seule extraction du fer va dépasser le produit intérieur brut du pays. Et donc, il y a le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Ghana et j'en passe, qui vont avoir besoin d'équipements dans les 25 premières années. Ces pays vont avoir besoin de services, ces pays vont également avoir besoin de capacités humaines, de capital humain dans les mines. Alors, constatant cela, le Sénégal s'est lancé dans une aventure ambitieuse d'être un centre de référence pour la fourniture de tous ces biens et services aux équipements miniers. C'est un clin d'œil que je lance aux équipementiers ici présents pour venir au Sénégal explorer les possibilités de business dans ce cadre-là. Je rappelle que pour l'Afrique de l'Ouest, la population visée, c'est de l'ordre, pour l'UMOA, des pays qui partagent la même monnaie, c'est 93 millions de personnes. À l'échelle de la CEDEAO, on est 323 millions de personnes concernées. C'est donc à la fois un marché large, mais surtout c'est un marché ouvert, du fait qu'on a une intégration réellement opératoire. L'autre phénomène que je voudrais souligner ici, c'est, dans le domaine industriel toujours, un certain nombre de phénomènes nouveaux. L'inscription industrielle dans les plans de développement, à la fois des pays isolément considérés et de l'Afrique à travers ses institutions sous-régionales. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a défini un projet qu'on appelle le PER, c'est le programme économique régional, qui consacre la validité de 68 projets industriels majeurs et intégrés à l'échelle de l'Union. C'est d'autant plus profitable pour les industriels canadiens que c'est un espace harmonisé où vous avez le libre déplacement des capitaux, des personnes et des biens. À l'échelle de la CEDEAO, vous avez ce qu'on appelle le programme communautaire de développement. 242 projets en infrastructure, en industrie, en services et dans d'autres filières tout aussi intégrées qui permettront le développement de ces pays dans un horizon de 10 ans. Avec surtout au centre du processus un partenariat public-privé avec le secteur privé international. Maintenant, j'avais oublié de manipuler mes slides, vous m'en excuserez. Je vais revenir juste sur un phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un phénomène dont je vous ai parlé qui concerne la transformation des tendances économiques sur le plan industriel. Vous avez en face de vous un tableau, à droite il y a des bâtons qui indiquent la variation du taux de croissance d'un pays d'une année à l'autre. Et vous voyez, la courbe noire indique la baisse des cours des matières premières. Donc, les slides où il y a la couleur rouge, c'est le taux de croissance actuel. Elle est contradictoirement corrélée à la baisse des cours des matières premières. C'est un phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voudrais également insister sur le fait que l'Afrique
offre les taux de rentabilité de l'investissement les plus élevés au monde, depuis 7 ans, depuis le basculement de la rentabilité de l'investissement privé de l'Amérique latine à l'Afrique. C'est un phénomène très intéressant que nous enseigne la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et l'investissement, qui considère que le taux de rentabilité moyen des projets privés est de 16,2%. Dans cette moyenne, la part de l'industrie dépasse la moyenne. Elle est de 17% à peu près, 17,02% plus précisément. Et que le secteur qui connaît la plus forte profitabilité du capital privé, c'est la santé. En deuxième position, l'industrie de manière générale. Mais c'est l'industrie de la santé qui connaît le plus fort taux de retour sur investissement. J'ajoute à cela le fait que le Sénégal, à la faveur de ses réformes structurelles, à la faveur de son ancrage démocratique, à la faveur de l'adoption des standards internationaux de gouvernance, a eu la main assez heureuse pour bénéficier de 2,7 milliards de préférences commerciales à travers le monde. C'est le seul pays au monde, je dis au monde, je pèse mes mots, qui a ces préférences. C'est-à-dire, vous prenez l'AGOA, vous y ajoutez tout sauf les armes de l'Union européenne, vous y ajoutez le système de préférences généralisées qui est conféré par l'Asie, vous y ajoutez les préférences à l'intérieur de l'Afrique, vous totalisez le tout, ça fait 2,75 milliards. 2 milliards 740 millions de personnes qui peuvent consommer des produits sénégalais sans payer de droits de douane. Alors ça conforte également l'attractivité industrielle du Sénégal, des produits industriels du Sénégal. Pour terminer, je voudrais vous inviter à méditer quelques réflexions sur le fait qu'en 2015, on a eu un phénomène assez exceptionnel qui renforce également l'intérêt de notre continent, notamment sur le plan industriel. On a connu le premier semestre tout entier, du 1er janvier au 30 juin, sans coup d'État en Afrique. Ce n'était pas arrivé avant. C'est donc quelque chose qui renseigne sur un renouveau sociopolitique et qui crée le lit à une meilleure attractivité de notre pays. Et enfin, le commerce intra-régional, qui a vocation à se développer davantage, a connu en moyenne, à travers les 5 grands groupements régionaux, la SADC, l'Union Maghreb arabe, la CEDEAO, l'UEMOA, ainsi de suite, en moyenne, quand on considère le développement du commerce intra-pays africain, il a connu une hausse d'à peu près 7%. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau qu'on n'avait pas observé dans le passé. Voilà, Madame le Président, ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Mais si vous n'êtes pas ministre, vous devez l'être. C'était tellement bien dit, puis clair et une force de pensée incroyable. Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire M. Hazem Fahmy, qui est avec l'Agence égyptienne des partenariats pour le développement. Good evening, everybody. I'm going to use the time allocated to me to give a quick presentation on how Egypt is trying to help the promotion of and integration of investment, trade, and industry in Africa. I'll do that through quickly giving a quick profile of the agency through which I head and some of the efforts Egypt is doing recently in this regard, and to share with you 2 important features of the new Egypt that might interest you and which have a great investment and trade impact on Egypt and Africa in general. First, the agency. Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi in the African Summit in Malabo in June 2014 announced the establishment of the Egyptian Agency of Partnership for Development. This was a reflection of the new Egypt that intends to come back strongly to its African brothers and sisters and to resume the old history of close integration and cooperation. And the agency started working on the 1st of July 2014. And I was proud to be the first Secretary General of that agency. This agency is not a donor agency, as some people confusing. It's about South-South cooperation, where we share our development experience with our African brothers and sisters,
And also, it's non-conditional. It is upon request, or the assistance and sharing of knowledge and information, we do it upon request and not by any sort of conditionality. We work in 3 distinct areas. The first area is the area of capacity building and human resource development. If I have to say also that we did not start from scratch. The agency was preceded by 2 technical cooperation funds. One was called the Technical Cooperation with Africa. It was established in 1981, and the other one was the Technical Fund for Cooperation with the Commonwealth of Independent States. These were the ex-Soviet republics. Both were merged, and then the agency was established at the 1st of July 2014. In the first year of its work, the first area we worked in, as I said, the human capacity and building, we have managed to host 1,800 African brothers and sisters in 14 different areas of training. This covers areas of medicine, agriculture, irrigation, electricity, judiciary, diplomacy, including also security, where we do some training courses in counterterrorism. And they're becoming very popular due to the rise of the phenomenon in the region and worldwide. And these are done by our police academy and our army training agency. The second area we work in is the issue of sending experts to brotherly African countries in various fields and areas with some technical assistance, providing medical equipment or digging of wells and other things as much within our limited capacity as we can do. The third area, which is so much related to what we are doing now or discussing here, is the promotion of trade, investment, and industrial integration of Africa in that regard. We are planning to host the first Africa Investment Forum, which is purely African. We are discussing the dates now. We were hoping to have it by this October, but for some logistical reasons, including our parliamentary elections, which we expect to have the full up and running parliament by the end of the year, we are discussing now the end of February, and we'll announce it soon when it's going to be exact date of that forum. That forum is planned to be an annual event, and it's under the auspices of the African Union, and we have our first and major partner, the African Development Bank, Ms. Leila Al-Muqaddim, and she was very kind when we shared the idea with her. She was the first to come forward and give us a handsome package to help us build the forum on strong grounds. And we are hoping to have also to capitalize in that forum of the tripartite agreement which has been mentioned. I'll repeat again very quickly the features of this agreement. 10th of June in Sharm el-Sheikh, Egypt, the 3 largest trading blocs in Africa signed to have one free trade area. It covers 620 million people, 60% of African GDP, around $1.2 trillion, and it covers 26 African countries, which is half of the African continent, including the largest economies in it. So we are hoping to start the forum with 4 or 5 sectors. One of them is the energy sector. The other one is infrastructure and health and pharmaceuticals. And we are hoping to devote a section on SMEs due to the employment generation impact they have. We have also a very successful national experience with our Social Development Fund, which has been in operation for 25 years. And we are now starting to share this experience with many African countries. A very specific example I can give is our brotherly country of Liberia. They have poverty rates around 80%, people under poverty line. We have hosted a group of ministers, parliamentarians, and other officials from Liberia to come and share the experience of the Social Development Fund in Egypt. And as a result of this trip, they have decided to establish their own social development fund under the president directly in order to help women empowerment, employment generation, and also they are having a big successful experience in decentralization also to help in that regard as well. Another final thing that we might have at the forum of this year or the next year, which I think would be of interest to most of you, the Islamic Development Bank and the major Arab development funds are constructing currently a huge finance facility for trade between Arab and African countries, and they might launch it at our coming forum or the following year, and we are in discussion now about which would be the most suitable time to do it. And I think this would have a big impact in covering the financing gap that's currently present in some of the investment and trade areas in Africa.
In addition to the forum, and with support and help of the African Development Bank as well, we are doing two things to promote business, trade, and finance and industrial integration in Africa. One, we are developing business guides, covering profiles of African countries with all the companies available in each country, all the industries, their profile, how to get in contact with them, and this is going to be a portal that's going to be shared with everybody. We're going to do it 10 by 10 countries because it's very expensive and time-consuming to do. The second portal we are working on is one on finance and insurance guide. Many of the investors do not know what financing is available or what financing instruments are available and what kind also of insurance mechanisms are available against political risks or against economic risks in different African countries. There are plenty of them available, and we plan to have them all in one investment and insurance guide, finance insurance guide, so that all African business and global business should be doing it. This forum, by the way, is not going to be closed only for Africa, but it's the first one that's going to be purely for an African agenda and only driven by Africans. And as I said, we hope to have it on a yearly basis. Now, moving beyond that, there are two recent developments in Egypt that I'd like to share with you. You have heard probably of one of both of them, but just have a quick punch about some of their details. The opening of the widening of the Suez Canal, we're having it doubled now. And what I want to do there was an interesting feature about the way this project was financed. This project cost $8.2 billion. And it was in a difficult time where we have a big budget deficit. Saving certificates were circulated among the Egyptian population, and the amount of money was gathered in only 7 or 8 days. And they had to stop the fundraising because there was so overwhelming political will by the Egyptians to finance that project. This is also not only the doubling of the canal, that the convoys could go and come in the same time, but it has a huge environmental effect that nobody's quite aware of as well. The ships had to park around between 10 to 13 hours when they are waiting for their turn to come. Just the savings in fuel on that, because their engines keep on running, they don't close them. A back of the envelope calculation, we're doing it scientifically now, is 1,000 billion metric ton of fuel is saved annually just by the doubling of the Suez Canal. You can imagine the environmental impact on the world by just having this doubling of the route. However, it only comes with a much wider vision to have it as a logistical hub for the whole world in container handling and in having a lot of industries, and also in being a hub for grain distribution worldwide. In addition to some projects about fisheries and so on. So it's planned to be maybe 2 or 3 times the size of current Hong Kong. So it's a very big major vision and project, and I wouldn't miss on investing in it. However, one of the most important aspects of it is that it's going to be hopefully beneficial for the whole of Africa. There are new ports being built in Africa. We are currently in discussion with the Arab Maritime Academy to see how can we link those ports with the Suez Canal and the vision for its future in order to help promote African trade and logistical support as I deal with the rest of the world. So this is also, and I understand the African Development Bank also has commissioned a study to the same academy to do this thing. So I hope also it will have a big impact on Africa. The second piece of information I want to share with you, you might have known it already. The Italian company Eni, a couple of weeks ago, discovered the largest gas well in the history of the Mediterranean and Egypt. And they said it's one of the biggest discoveries in the history of the world even. It has a confirmed 30 trillion cubic feet of lean gas within 100 square kilometers. And the news is probably there's a lot more to come from where that came from. And the Italian estimate is that this will cover the entire needs of energy for Egypt for decades to come. Our government was much more conservative. It says it covers for 10 years to come. Still, it's huge because our main budget deficit was driven by the cost of imported oil and gas. So it's a huge discovery, and I'm mentioning it particularly because I understand that Quebec and Montreal, they're very good in energy, so I hope the news doesn't pass you around, and maybe it could stimulate future thinking about it. We also think that this will be beneficial for Egypt and Africa, and we are very hopeful of the future, and we hope to come back strong in Africa with Africa. A strong Africa is good for Egypt and vice versa, and we really are very optimistic and looking forward for the future. Thank you.
Thank you. Well, lots of interesting and good news on that front. And now I would like to open the door for questions. And if you don't mind, when you ask your question, do you want to identify yourself as well as your pays d'origine? Madame Gerba, président de Geram Communication et directeur des publications Africa Expansion Magazine et Africa Trade. Ma question s'adresse aux deux conférenciers. On le dit à propos de l'Afrique et on le déplore très souvent. Beaucoup de pays africains continuent à exporter les matières premières et à ne pas ajouter ce qu'on appelle la valeur ajoutée aux produits. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la fortune des pays développés. L'exemple typique qu'on donne, c'est par exemple l'exemple des fèves de cacao qui sont exportées. Mais ceux qui font le plus d'argent, ce sont ceux qui transforment ces fèves de cacao en chocolat et qui le font le plus d'argent. Alors j'aimerais savoir, dans le cas par exemple du Sénégal et puis de l'Égypte, qu'est-ce qui est fait pour exporter le moins possible les matières premières et les transformer localement? Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de PIB, la transformation locale des produits? I think probably for purposes of the discussion, why don't we just remain in our seats if people can still hear us? That'll save a bit of coming and going. Alors, vas-y. On n'a pas besoin de prendre le micro. Je pense que si on parle... oui, c'est bon. On a les micros pas faciles. Ça va faire un peu plus important. Merci. Merci, madame. C'est une bonne question, mais je crois que j'ai essayé d'en parler tout à l'heure. Il y avait effectivement cette fatalité d'exporter les matières premières à l'état brut. Mais ce processus, il faut être réaliste, il va être lent. Nous avons le mérite de l'avoir enclenché. Quand je dis nous, c'est l'Afrique. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, c'est un très bon exemple. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui, depuis 6 mois, la plus grande usine de transformation de cacao en Afrique de l'Ouest. Ça n'existait pas avant. J'ai oublié le nom de l'usine, mais j'ai eu l'honneur d'avoir été invité lors de l'inauguration. Ça, c'est un pas extrêmement important. La totalité du cacao ivoirien était quasiment exportée chaque année à l'état brut. Créant, de fait, selon le président ivoirien lui-même, 1200 emplois perdus dans le secteur par an. Au mois de mai dernier, la première fabrique industrielle de cacao a été inaugurée. Elle emploie actuellement plus de 300 personnes. Et le business model prévoit un développement d'ici 10 ans qui va donner lieu au recrutement de peut-être 1500 personnes. Et ça, c'est un pas symbolique. C'est très timide pour le moment, mais on en est là. Pour ce qui est il y a d'autres exemples. Il y a encore 3 ans, la quasi-totalité de la bière consommée au Togo était importée. Vous savez que le Togo s'est doté de la plus grande brasserie, la 3e brasserie en Afrique de l'Ouest, qui non seulement approvisionne tout le pays togolais, mais a même du succès au Nigeria. Je donne ces exemples-là pour montrer la transition industrielle dans laquelle on est inscrit. Le 3e exemple, c'est maintenant l'idée d'inscrire cette problématique dans les instances officielles des chefs d'État. C'est discuté de plus en plus à l'échelle de l'UMOA dans le cadre de la politique industrielle commune. C'est-à-dire qu'il y a un agenda de transformation des matières premières en produits industriels finis. Mais encore une fois, c'est un long processus. Toujours est-il qu'il vaut mieux partir maintenant que de n'être jamais parti. Il y a un processus qui est enclenché. Et le 3e exemple que j'avais perdu de ma mémoire me revient. Là, il y a la route transsaharienne qui quitte Lagos pour aller à Alger, qui fait à peu près 2000 km, qui est financée par la BAD, la Banque africaine de développement. La BAD ne l'a pas écrit dans ses papiers, mais la BAD a donné des orientations pour que toute la charpente industrielle soit issue de l'Afrique. Ça aussi, c'est une nouveauté. La charpente industrielle viendra du Niger pour ses minerais, elle viendra du Nigeria, elle viendra de l'Algérie,
Mais toujours est-il qu'il y a des nouveautés qui s'opèrent et qui traduisent une certaine forme de prise de conscience de l'Afrique en la matière. Voilà ce que je voulais dire, Madame le Président, en attendant que Monsieur daigne. Thank you. I think it's Est-ce very. que je pourrais juste intervenir pour dire qu'au Canada, on est aussi non seulement des experts dans la matière de bière, mais on est des consommateurs. Alors, on veut que vous envoyiez votre bière chez nous aussi. Et le chocolat, bien sûr. Monsieur Fahmy, excusez-moi. Thank you. It's a very important question. It's a classical dilemma. I mean, to get out of the trap of exporting raw materials. Of course, part of it is a very complicated answer depending on the industrial policies and how they're designed and so on, which takes some time. But I have a concrete example of some simple things that could also have great impact on the ground. A few months ago, we have a very prestigious academic institute that is specialized in minerals, metallics, and raw material. And the head of that institute came and told me, because he knows that we do finance training with centers of excellence, that they have some very simple techniques of transforming raw materials that are discovered that could give them some value-added industrialization, and then they could be exported with multiples of just exporting them as critical raw material. And it's not a very costly thing to do. He told me we can organize training programs for African brothers and sisters in those countries so that who have those minerals, so that they are able to put a lot of value added in it with very simple methods and get much more money in it. Not only that, but also it helps build links and linkages between Egypt and those countries in terms of industrial integration in certain areas that you can take it down the industrial process further in a deeper way. And I am awaiting his final studies to be finished so that we see what countries have what materials and we can do it, and we are about to design a program for that. So there are some little things that could be done that could make a lot of difference, and not just to wait for the large, big impact of industrial policies. So I think this is one practical example where we're heading, for example, in dealing with this problem. Je voudrais juste ajouter un détail sur cette question, c'est mon dernier point. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana, quand on s'est amusé à faire une comparaison des politiques fiscales, on s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes objectifs en la matière, c'est-à-dire définir ce qu'on appelle une progressivité fiscale. L'idée consiste à conférer des bonus fiscaux à tout opérateur économique ce qui s'est orienté vers une transformation des matières premières. C'est-à-dire plus vous transformez la matière première, et plus vous avez droit à des exonérations fiscales qui peuvent aller jusqu'à 80%. Et donc ces trois pays-là se sont engagés dans ce processus qui peut être très bénéfique du reste pour les pays, n'est-ce pas? Merci. Alors moi, mon nom est Yaovi Bouka. Je suis originaire du Togo, mais comme je l'ai dit ce matin, ça fait 30 ans que je vis au Canada. Alors ma question, c'est pour clarifier un certain nombre de paradoxes, deux paradoxes si vous voulez. Le premier paradoxe, c'est la question de l'intégration régionale. Je vais prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest, qui est toujours un peu coincé entre l'UMOA et la CEDEAO. Je sais qu'il y a la question monétaire, mais si je me réfère au cas de la SADC, ils ont fait l'intégration régionale sans se préoccuper de l'aspect monétaire parce que tous ces pays-là, chacun avait sa monnaie. Où est-ce qu'on en est actuellement dans la progression de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest j'aurais pu développer ça longtemps avec ce que ça donne comme irrégularité. Par exemple, le Nigeria, le Ghana, lorsqu'on s'en va discuter de certaines politiques d'intégration régionale dans l'UMOA, ces pays-là ne sont pas là, alors qu'on sait qu'ils jouent un rôle important dans la région. Ça, c'est le premier paradoxe que je voulais comprendre dans les discussions que vous faites en Afrique de l'Ouest. Le deuxième, si je me réfère au discours que M. Roy nous a fait ce midi sur l'importance future de la jeunesse, et quand je regarde ce qui se passe en Méditerranée, et qu'on voit tous les jours les taux de croissance extraordinaires de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique en général, quelle importance donne-t-on à la promotion de cet impact, c'est-à-dire de la croissance, pour donner de l'avenir à la jeunesse, au lieu de les voir tous les matins, comme vous savez, vous voyez vous-même le drame, en dehors des pays comme la Somalie qui a la guerre, je comprends bien. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas de guerre, mais où les jeunes continuent de partir, alors qu'on nous dit que le taux de croissance en Afrique est le plus élevé dans le monde. Comment est-ce qu'on fait la promotion pour donner de l'espoir à cette jeunesse au lieu d'aller terminer en Méditerranée? Voilà mes deux questions. C'est des grandes questions. Allez donc.
Monsieur le ministre. Non, non, je sais, monsieur le ministre futur. Je sais que vous n'êtes pas ministre. Merci. Merci. C'est une question très intéressante qu'a posée notre ami du Togo. Mais je dois dire que je la redoutais un peu. Je n'aurais pas voulu qu'elle soit posée ici, pour être honnête avec vous. Parce que c'est une question très complexe et puis qui est très sensible. Vous savez, quand on parle de monnaie, en général, c'est... moins on en parle, mieux ça vaut, je crois. Mais, vous avez le mérite de poser une question citoyenne, disons. Vous êtes un panafricaniste, je présume, et cette question est hautement importante. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une zone monétaire qui existe déjà, qui est l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, où on va dire qu'on est vers l'optimum monétaire. On a créé on a démantelé toutes les barrières pour aboutir à une zone monétaire intégrée, où il y a un tarif extérieur commun, il y a une banque centrale unique, il y a une réglementation financière unique, il y a un marché dynamique, il y a même une bourse régionale des valeurs unique. Le directeur général est là, même le président du conseil sont là. Alors maintenant, vous, j'imagine que votre question porte sur la CEDEAO. Nous avons une zone économique, mais qui n'a pas de monnaie unique. Alors là-dessus, dans la feuille de route qui a été créée en 1975 à Lomé, il est question d'une monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO à l'horizon 2000. On a passé l'étape de 2000, on n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que, vous savez comme moi, que pour faire une monnaie unique, il faut avoir le minimum de convergence, n'est-ce pas? On ne peut pas, le Canada ne peut pas avoir la même monnaie que le Chili, le Brésil, parce que c'est des pays qui ont des disparités fonctionnelles sur le plan économique. Donc il faut harmoniser un peu le cadre macroéconomique, créer des indicateurs de convergence que les gens vont respecter. Pour être franc avec vous, on a du mal à trouver un point de convergence entre le Nigeria, pour son côté mastodonte, le Sénégal, le Togo. Il y a des disparités fonctionnelles, pour tout vous dire. Et de ce côté-là, il y a un programme ambitieux qui est soutenu par l'Union européenne, qui est soutenu par les États et qui est au cœur de la CEDEAO. L'idée, c'est d'ici 2020, au moins d'avoir la convergence qui nous permettra de sauter le pas vers une véritable monnaie CEDEAO, à l'échelle de la CEDEAO. Maintenant, peut-être que les dates seront repoussées encore un peu, mais c'est inscrit en tout cas dans l'agenda des chefs d'État. Et c'est ça qu'il y a de mieux, parce que toutes les études convergent pour estimer qu'une monnaie CEDEAO va nous permettre d'avoir un taux de croissance enfin durable de 2%. Une monnaie à l'échelle de la CEDEAO, n'est-ce pas? Donc c'est inscrit dans l'agenda politique des chefs d'État qui en ont même parlé il y a 3 jours à Dakar, où le président de la République avait convoqué un sommet extraordinaire sur des questions politiques. Mais ça n'a pas échappé aux chefs d'État. Mais disons que le problème qui se pose, c'est la convergence. Sur cette question, je suis d'accord avec notre ancien chef d'État, mais malheureusement, je ne suis pas décideur. Il considérait que il est plus utile pour la monnaie unique qu'on va faire à l'échelle de la CEDEAO de faire une approche Big Bang. C'est-à-dire de plonger dans la monnaie unique sans convergence et de la construire plus tard. Après tout, l'Union européenne n'a pas la convergence. C'est ça qu'il dit. Ils ont une monnaie unique, ils ne sont pas convergents. La Grèce n'a rien à voir avec la France ni avec l'Italie. Pourtant, ils partagent l'euro ensemble. Il dit faisons comme eux. Mais voilà, il est peut-être le seul à penser comme ça au niveau des chefs d'État. Toujours est-il que cette question est une question centrale dans le programme, dans le schéma politique de la CEDEAO. Maintenant, je suis moins pessimiste que vous sur les enfants qui vont mourir en Méditerranée. Je vous invite à regarder les statistiques de l'Organisation internationale du travail. Ce phénomène sur lequel tout le monde pleurait tend à diminuer. Il existe encore, hein, mais le rythme de progression est moins important que par le passé. Moi, je le corrèle cette diminution du taux de mortalité en Méditerranée au fait qu'il y a un renouvellement économique en Afrique qui va peut-être pousser les gens à davantage avoir de l'espoir en leur pays. Il y a toujours une évolution, je veux être clair, hein, il y a toujours une évolution du taux de mortalité en Méditerranée. Mais cette évolution connaît une décélération, c'est-à-dire il n'est plus dans les taux qu'on connaissait avant. C'est malheureux, mais c'est par la transformation industrielle, c'est par les nouveaux paradigmes économiques qu'on parviendra à maintenir les gens chez eux. Voilà, Madame le Président.
question, I am not an expert on the West Africa or the experience of the Monetary Union in it, but however, I was an avid follower of the experience of the European Union. I think you can always get bogged down into details of what's the appropriate course of action to do on the technical level or political level in these things. But in the end, it's the political vision and the real strong political will that moves things forward in this regard. So I think regardless of what the problem is, there need to be those visionaries who will push things forward in order for it to happen, like happened in the European Union. They had a gradual approach, but they were very successful. Every year, whenever they had a summit, or every 6 months, you see issues you think the European Union is going to break down, but somehow they come up with very innovative solutions and they manage to go forward and to prosper and to move on. And I think we should not be less than them in Africa, whether in the sub-regions or in Africa as a whole, in that sense. However, on the other issue of the youth, I think there are three issues that we really have to tackle very well. Of course, two basic issues. If those youth have good education and good skills, they will not immigrate. They will have secure jobs or good jobs. So the issue of balancing the educational system and the skills they have and making them relevant to the market are extremely important. However, there's a larger issue of the business model that almost the whole world has been following, which has resulted in the jobless growth. Obviously, the concentration on SMEs and the issue of equality. The issue of inequality is a global problem, including in advanced industrialized societies. In the United States, it has been on top of the agenda of the Congress and others, and Stiglitz, the Nobel Prize winner, had a very nice book on that, The Price of Inequality. So I think we need not to be blindly copying models that are not necessarily suitable. We need to be, the issue of social justice has to be at the heart of economic planning, not in your classical communist or socialist way, but just as human beings who have rights and they need the minimum degree of economic and social rights. I think we should be very careful in that. Of course, this requires a lot of resources, but as societies improve in their governance and the way they administer themselves and to the benefit of the majority of the people, I think those issues got resolved, and of course it takes time. However, those three issues, the issue of equality, education and skills, and also the issue of SMEs, because a lot of the industrial policies and development policies focus on huge projects that are not necessarily taking care of the youth and the employment dimension, which are usually associated with small and medium enterprises and how good they perform and the environment through which they perform. Thank you. Merci, Madame la Présidente de séance. Docteur Awali Tal, je suis sociologue et chercheur et entrepreneur, je ne dirais pas à mes heures perdues, mais à mes heures arrachées à la recherche et à l'organisation communautaire en faveur des femmes africaines qui vivent ici, qui sont immigrantes ou réfugiées au Québec. Tantôt, dans les activités de ce matin, on avait posé justement le problème de l'intégration régionale. Et je crois qu'on avait eu une très belle carte qui montrait la présence de la Chine, des États-Unis, etc., etc. Et beaucoup d'interventions, dont celui de M. Aura aussi montré. Alors, vous redoutez la question, je ne voudrais pas tourner le couteau dans la plaie, mais elle revient. Parce que M. Edo Kossi disait que sa priorité, c'était l'intégration régionale. Et je crois que depuis longtemps, on parle du panafricanisme, de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop sur le plan scientifique. Et je pense en particulier au fondement d'un État fédéral de l'Afrique, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, dont... Pardon? OK. Donc pratiquement, le professeur Cheikh Anta Diop avait donné un plan, un programme. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement l'intégration politique, mais il y avait l'intégration linguistique, économique, hydraulique, etc., etc., selon les potentialités des diverses zones de l'Afrique, du continent africain. Et j'ai coutume de dire que je pense que c'est seulement ceux qui ne voulaient pas que ces États, ce panafricanisme se réalise, qui ont lu ce document et qui l'ont entravé. Et récemment, j'entendais à RFI, avec Elikia Mbokolo, avec quelqu'un qui avait écrit un livre sur le panafricanisme, que le président Sarkozy, quand il était président, il avait fait il avait commandité une étude des experts et qui montrait que le plus grand danger pour les intérêts économiques de l'Europe,
de la France en particulier, de l'Europe en général, enfin selon que là où les pays ont été dominants à un moment donné de l'histoire et continuent aussi de l'être, c'est le panafricanisme. Alors, quand on me dit que l'Union européenne aide l'Afrique à son intégration régionale, à avoir la monnaie, et c'est cette monnaie-là qui est quand même qui est dépendante de la monnaie française, européenne, selon le cas. Alors, je me demande, est-ce que vraiment, ce n'est pas un risque extérieur? Ce n'est pas un facteur de risque? Parce qu'on a beaucoup parlé ce matin de facteurs de risque internes, mais les facteurs de risque externes, est-ce que le fait même que l'Union européenne ou les anciens empires coloniaux ne mettent pas les bâtons dans les roues de l'Afrique pour que justement cette intégration régionale, qu'elle soit partielle ou totale, n'est-il pas un facteur de risque? Si oui, comment le contourner? Je vous remercie. Merci, Madame Ly. Sur cette question, je dois préciser, je ne sais pas. Ah oui, vous posez une question. Oui, allez-y. Vous irez. Après vous. Non, répondez à la question et on va prendre... Ah oui, d'accord. En fait, Madame, pour préciser d'abord, le soutien de l'Union européenne, ce n'est pas dans le cadre de l'intégration monétaire, c'est dans le cadre de l'intégration tout court. Parce que, il faut peut-être en parler, nous sommes dans une perspective des accords de partenariat économique. N'est-ce pas? Les accords de partenariat économique supposent un certain nombre de préalables qu'il faut régler. Et dans ce cadre-là, l'Union européenne apporte son soutien à la CEDEAO. Son soutien à la CEDEAO dans le déblayage du terrain qui devrait nous mener aux accords de partenariat économique. Pour le moment, rien n'est fait. Pour le moment, rien n'est fait encore, à l'étape actuelle. On a les yeux ouverts, ça inquiète certaines personnes, ça réjouit d'autres, mais on en est là pour le moment. Le soutien de l'Union européenne porte sur le PAPED. Le PAPED, c'est le programme d'appui à l'intégration dans le cadre de la CEDEAO, de l'Union européenne. Maintenant, vous posez une question politique. Moi, j'avoue que je n'ai pas l'expertise pour y répondre. Je n'ai même pas le droit d'en parler. Non. Mais c'est une question hautement politique. Je n'ai même pas l'expertise, pour tout vous dire, pour répondre à cette question qui interpelle davantage les politiques. Peut-être qu'il y a M. Jean Leroy, peut-être pourra répondre. Et en plus, je lui laisse le bébé parce qu'il a été mon professeur. Alors, pour l'intégration maintenant, au sens réel, l'intégration des peuples dont vous parlez, oui, mais moi je veux être plus factuel, c'est-à-dire au-delà des slogans, le panafricanisme, l'intégration par les peuples, tout cela c'est bien beau, mais on en est encore là depuis... Mais je vous signale quand même que depuis que ces slogans ont été soulevés, il y a eu quand même des progrès, madame. Il y a eu des progrès dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'UEMOA, dans le cadre de la SADC dont vous parlez. Il y a peut-être de petits problèmes au nord avec l'Union Maghreb arabe, mais l'indice de pénétration, d'interpénétration entre les pays membres des unions régionales progresse. N'est-ce pas? Nous avons une union monétaire qui fonctionne à l'échelle de la CEDEAO. Maintenant, à l'échelle de l'UEMOA, il reste, comme je vous l'ai dit, l'aspect CEDEAO. Je vous donne quelques exemples. Il y a dans l'UEMOA, je ne voudrais pas dire d'erreur, mais il y a beaucoup de routes qui ont été construites, des routes intégrées. Ça, c'est physique. C'est des infrastructures de communication qui permettent de relier les pays et de faciliter le commerce intra-régional. Je ne connais pas le nombre de kilomètres qui ont été faits. Vraiment, j'ai oublié. À l'intérieur de l'UEMOA, il y a énormément de routes qui ont été construites dans une perspective unique d'intégrer les pays, d'intégrer les zones de production. Parce que nous avons fait le parti de l'intégration par le marché. N'est-ce pas? Il y a les législations fiscales qui ont été harmonisées. Nous avons une seule réglementation fiscale qui régit les pays de l'UEMOA. Ça, c'est une avancée majeure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une seule et unique banque centrale qui régit la gestion de la réglementation financière. Un seul système comptable ouest-africain. Ça, donc, c'est des avancées qui sont indéniables. Maintenant, à l'échelle de la CEDEAO, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Si on devait faire aujourd'hui le bilan de la CEDEAO, ce serait plutôt sur le champ politique. La CEDEAO a été très dynamique et très proactive dans le règlement des conflits, dans la prévention des conflits, dans l'assistance militaire, dans l'organisation d'élections. Elle est très dynamique. Maintenant, elle doit se muer en véritable intégration économique.
Voilà ce que je voulais dire sur cette question, en ouvrant les perspectives de développement. On n'a pas le choix, on est obligé d'aller vers cette intégration parce que c'est ça qui va déterminer tôt ou tard notre capacité à créer de la richesse. De toute façon, nos États sont trop petits, ils vont imploser si nous restons à l'étape actuelle. Le Sénégal va produire tellement de biens dans les 20 prochaines années que le marché de 20 millions qui va naître au Sénégal ne pourra pas l'absorber. Il faut absolument un marché intégré. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que l'Europe est inscrite durablement dans ce marasme, dans le marasme économique qui fait qu'elle ne pourra pas absorber nos produits. Elle n'aura pas les moyens d'absorber tout ce qu'on lui propose sur les marchés. Et donc, la seule voie qui nous reste, c'est l'intégration entre nos peuples. Elle va se faire que nous le voulions ou pas, et nous le voulons. Voilà, madame, ce que je voulais. The issue of the external risk will always be there in any attempt of regional integration. And when these experiences happen, there are always winners and losers, and probably outsiders who are benefiting from an existing situation are also definitely losers. However, in the end, it's the political will and the measures you take among yourselves internally that determines the success or the failure of how things go. I mean, and it doesn't matter how bad the situation is as long as you have a vision of how to get out of it and to move forward. And I think that is the classical story throughout. So I don't think that it's a black and white thing. Of course, there are external influences that are negative, but there are other ones that are also positive. Because, for example, as mentioned, in the end, when you are growing and trading and so on, these are in a way your trading partners. So there are going to be some frictions here and there, but the more you move forcefully and strongly towards integration and also exporting to them and importing from them, I think things get balanced in the end towards your own favor, depending on how your vision is well and how the concrete steps you take on the ground and the political will behind it. Je ne pensais pas intervenir, je suis arrivé en retard à cet atelier, je ne sais pas le début de vos conversations, et je parle sous l'autorité de Sheila Copps, qui sait beaucoup de choses sur ce pays, que je sais moins qu'elle. Je crois que la question notamment que vous avez évoquée de la politique monétaire est un élément clé pour le développement de l'Afrique. Et je ne suis pas sûr qu'on a pris toute la mesure de l'exemple canadien. Les gens seront un peu surpris de m'entendre parler de l'exemple canadien, j'essaie d'éviter ça, mais je crois que dans ce domaine-là, il y a quelque chose que le Canada a fait qui a marché. Nous avons une politique monétaire commune pour un pays qui va du Pacifique à l'Atlantique, des régions qui sont des régions fortes de production d'énergie, l'Alberta, des régions industrielles comme l'Ontario, comme le Québec, des régions qui sont plus fragiles d'une certaine manière au plan économique, qui sont les maritimes. Nous avons la même monnaie, nous avons la même politique monétaire. À un moment donné, on a l'impression que cette politique favorise, entre guillemets vraiment, la partie industrielle du Canada, qu'elle favorise à un autre moment donné la partie production des énergies au Canada. Je crois qu'on ne peut pas parler de la politique monétaire, autant importante qu'elle soit, sans parler de d'autres choses. Quelles sont ces autres choses qui ont fait que ça tient dans notre pays? Une politique de péréquation. À un moment donné, il est évident que la politique monétaire favorise, parce que le marché mondial, parce que la réalité du monde est comme ça, telle région du Canada. Mais, tous les ans, le Canada établit, au titre de la péréquation, une moyenne des revenus de ces régions et transfère aux régions qui ont peu bénéficié de l'élan économique, pour X raisons, des ressources additionnelles pour leur permettre d'exister quand même, de ne pas s'écrouler. Numéro 1, politique de péréquation. Quand vous parlez de l'UMOA, je me dis, ce n'est pas suffisant d'avoir une politique monétaire. À un moment donné, il faut presque avoir un régime fédéral qui permet, la péréquation, d'aider les régions plus fragiles. Et c'est très étonnant, parce qu'à un moment donné, vous êtes une région fragile, mais vous ne l'êtes plus 15 ans après. C'est une autre région qui est devenue fragile. Et vous transférez en conséquence. Deuxièmement, des programmes de développement régional dans l'ensemble du pays, qui fait que si c'est plus difficile aujourd'hui
au Canada pour la Saskatchewan, le Manitoba, ce qui n'est pas le cas, mais je parle théoriquement. C'est pour telle ou telle région, vous avez des programmes régionaux, d'investissement régionaux, qui font qu'il y a une compensation. Ce que vous perdez momentanément parce que la politique monétaire ne vous avantage pas pendant X temps, c'est compensé par des politiques régionales fortes et c'est compensé par la péréquation. La péréquation est une donnée majeure dans les ensembles économiques et je crois que l'expérience canadienne, parmi d'autres, vous parlez d'Europe, mais il y a une expérience canadienne qui mérite d'être prise en considération, peut-être. Non, c'était mon professeur, je n'ose pas faire un commentaire. Ok, merci. Une autre question. Une autre question, s'il vous plaît. Merci. Mon nom, c'est Kenneth Chadia. Je suis le vice-président d'une organisation canadienne dans le domaine de l'agriculture et des services agricoles, services conseils agricoles. Nous avons la prétention d'exporter l'expérience canadienne en Afrique dans le domaine de la professionnalisation de l'agriculture. Je suis heureux que le Sénégal soit le pays vedette cette année. J'ai eu la chance de mener une mission de consultation à 2 reprises au Sénégal avec des réseaux d'organisations pastorales et agricoles. Et j'ai pu constater le dynamisme du secteur agricole. Et je voudrais juste mentionner que le domaine agricole est devenu un peu le parent pauvre de tous les secteurs qui ont été mentionnés ce matin. On a parlé de l'énergie, de plein de choses, mais l'agriculture n'a pas été mentionnée une seule fois. Et là, moi, je voudrais dire que 60% de nos populations sont encore aujourd'hui rurales et agricoles. Et nous, on voudrait juste mentionner que le domaine agricole aujourd'hui nourrit presque toutes les populations. Alors ma question, je voudrais l'adresser aux représentants du ministre. Que faire pour arriver à mieux organiser, mieux professionnaliser et faire en sorte que le milieu agricole soit plus productif? Je sais que le Sénégal fait quand même beaucoup dans ce domaine. Je voudrais entendre le représentant du ministre sur la question. Merci. Je peux? Je ne veux pas vous décevoir, monsieur. Je ne suis pas le ministre qui représente le ministre de l'Agriculture. Moi, je suis directeur de la promotion des investissements. Cela dit, j'ai quelques précisions à vous donner, mais je n'aurai pas la prétention d'être exhaustif sur cette question, qui est très sectorielle. D'abord, il faudrait lever quelques équivoques. Vous savez, on a au Sénégal un plan d'émergence qu'on appelle Plan Sénégal émergent, que vous connaissez sans doute. Ce plan donc, vise à nous projeter dans l'émergence à l'horizon 2035. Et parmi les secteurs phares qui ont été ciblés pour porter l'émergence du Sénégal, il faut d'abord un préalable. Le préalable, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce cadre-là, le secteur agricole a été déterminé comme une colonne porteuse, disons, de l'émergence du Sénégal, à travers la politique d'autosuffisance alimentaire. Le président de la République voudrait, en fait, il a décidé qu'en 2017, zéro produit alimentaire céréalier, entrera au Sénégal. Il n'y en aura plus. On va se débrouiller pour être autosuffisant en riz, en céréales, en mil, en sorgho. Alors, sur cette base, il y a un certain nombre d'atouts dont nous disposons. D'abord, des atouts naturels. On a constaté déjà un phénomène assez intéressant qui se développe au Sénégal, c'est la hausse des rendements à l'hectare. Dans les années 90, nous en étions à 5 tonnes à l'hectare de riz, par exemple. Aujourd'hui, nous dépassons les 7 tonnes, ce qui est un progrès remarquable selon la FAO. Nous dépensons les 7 tonnes à l'hectare et notre perspective est d'arriver à 9 tonnes d'ici 2017, au moment où il y aura la boucle du délai. L'autre affaire, c'est que dans le cadre du plan Sénégal émergent, il y a ce qu'on appelle des domaines agricoles communautaires qui ont été identifiés. Il y a une cartographie des projets qui a été dessinée et qui consacre la mise en place de 10 villages agricoles
ça consiste uniquement à créer des quartiers agricoles à l'intérieur desquels il y aura l'équipement, il y aura le système de transport, le système de stockage, il y aura les semences, il y aura le capital humain. Le tout mis bout à bout devrait augmenter la productivité agricole. Il y en aura 10 unités dans le cadre du plan Sénégal émergent, devant nécessiter, d'ici 2016, fin 2016, à peu près 300 milliards d'investissements, privés comme publics. L'autre affaire que je voudrais préciser, c'est que dans la définition de la nouvelle loi sur les contrats de partenariat que nous avons au Sénégal, la loi qui a été promulguée, votée en avril 2014, nous l'avons fait au Sénégal avec une perspective agricole. Cette loi porte forcément une coloration agricole. Alors, elle se veut un moyen de favoriser l'investissement PPP dans la fourniture de matériel agricole ou dans l'aménagement hydro-agricole pour permettre de dégager des pistes de production, de faire des pistes de production d'une part et d'aménager des sites agricoles en forme PPP. Dernier élément sur lequel j'ai dit tout à l'heure que je vais lever une équivoque, c'est que contrairement à ce qu'on dit souvent au Sénégal, on a dit oui, on est déçu que le secteur agricole ne vienne qu'à deuxième place des dépenses. Mais le problème c'est que le secteur agricole a juste besoin de la deuxième place des dépenses pour être aux normes. Il est moins gourmand en capital que le secteur industriel ou les infrastructures ou l'énergie. On entend souvent cette erreur d'appréciation, dire que seul 9,8% est consacré à l'agriculture et à l'office d'autosuffisance alimentaire. Le fait est que 9,8% de 12 000 milliards suffisent largement pour mettre le Sénégal à niveau. Donc ce n'est pas une question. Je répète ici une formule d'Abdou Latif Coulibaly. Quand vous avez deux épouses qui n'ont pas la même taille, ce n'est pas parce que vous avez donné le tissu le plus long à la femme la plus grande que vous avez une préférence amoureuse pour elle. N'est-ce pas? I'm not going to go there. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre, Madame le Président. Non. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Voilà, donc... Ce que j'ai dit en anglais, c'est « j'y vais pas ». Donc voilà grosso modo ce que je voulais dire. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif sur cette question, monsieur. Mais vous êtes exhaustif et comme on a deux questions de plus, puis on a une certaine... Vous êtes exhausté. Merci. De toute façon, ils reviendront. Il y a des sectoriels qui vont revenir sur les... Et on a aussi la chance, dans les 2 prochains jours, de discuter avec chacune d'entre nous en personne, parce qu'il y a tellement de détails qu'il fallait absolument lui parler, mais seulement pas au sujet de ces 2 femmes. Vas-y. Very briefly, if Egypt have any area of expertise to share with its African brothers, it's both in agriculture and irrigation. And these are 2 major sectors where we provide a lot of training courses to our African brothers and sisters on an annual basis, and also we send experts in those 2 fields. So I think I agree 100%. It's extremely important, and we are fully aware of it. And not only simply agriculture and irrigation, but also the issue of agro-industries, because for the future of Africa, of course, it's one possible very productive path to go through is to start to industrialize your industrial product as you grow. And also we have good expertise in that, and we share it with our brothers and sisters in that regard. Thank you. And Mr. Fahmy, just for those who are in the policy-making business, the Conference Board of Canada published a report last year, which at the moment we're 13th in world food production, even though we have vast territories and incredible supply. And the target is to make a transformation that would take us up to 5th. And for those who are interested, if you do look at the Conference Board of Canada's website, they offer webinars weekly on various subjects of public interest that could be useful, particularly in relation to food production. Now, as we have 2 questioners, and we are very tight on time, I'm going to ask for each questioner to pose their question and then allow our guests to kind of resume their questions and maybe make a closing statement, since we are operating on a bit of a time frame. So, la première question du microphone numéro 1. C'est Mima Nedeljkovic. Je dirige Initiative for Global Development à Washington. Nous sommes Association mondiale des chefs d'entreprise qui investissent en Afrique. Donc, mais ça, c'est non. Les derniers 25 ans avant ça, c'était l'agro-industrie. Donc, je reviendrai sur ces questions. Développement des investissements. C'est un ancien administrateur pour les États-Unis à la BAD pendant Baba Kandiaï, qui était ici avec nous avant.
Ça fait plus de 40 ans que j'écoute et j'entends des solutions techniques. Les résolutions ne sont pas techniques. Les résolutions techniques sont là. Il n'y a pas de problème. Je reviens à la volonté politique. Maybe I'll be clear in English. Let me come back. There are 3 issues as a practitioner, and I've been on the policy side. It's called 1, size of markets, to be able to scale, to be competitive. 2 is called factors of production, so you can be competitive. I haven't heard very much discussion. I think we'll have maybe later on power and infrastructure. And 3, it's really the will. You need the factors, you need the size of markets. In West Africa, Nigeria is the only market of itself. The rest of the CEDAW, West Africa, unless it's one market, you're not going to be able to scale sizable companies. And the third part is very interesting. You're with the promotion investments. Oftentimes, I think the policy people in country, the officials, are promoting the local African-born and bred business. The growth is going to be internal. It's not only investments, not only promotion of external investments, it's promotion of growth internally. And this is where the size of markets come into play. So I'd just like to have some reflection here from your perspectives on those 3 issues. Size of markets, competitivity, being able to be competitive. When we speak of agriculture, yes, when you get to 9 tons of rice per hectare, you can start to be competitive. But let's not speak of self-sufficiency. Let's speak about overabundance of production so that you can then go through to the whole market of West Africa. Thank you. I'll be brief on that, please. Bon. Oui, le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un au micro. Coût de production, taille de marché. Le 3e facteur, c'est vraiment incentiviser la croissance des investisseurs nationaux. Yes, question, please. Alors, moi, c'est Marc-Antoine Audet, le CEO de Sama Ressources. Alors, ma question est c'est un point assez précis qui, à notre niveau, en tant que compagnie d'exploration minière, on est confronté à cette situation-là. C'est qu'au niveau de l'UOMOA, il y a des codes d'investissement et des codes d'impôt qui sont que tous les pays doivent se soumettre ou ont signé, qui vont les respecter. Par contre, dans chaque pays, il y a des codes particuliers. Et chaque pays a son code de l'impôt et son code de l'investissement. Et il y a souvent des dispositions qui ne sont pas compatibles. Je prends l'exemple. Lorsqu'on fait un relevé aéroporté qui vient d'une entreprise extérieure comme qui viendrait d'Afrique du Sud, il y a une taxe qu'on appelle le withholding tax. C'est une taxe de 18 % sur des activités qui sont extérieures au pays. Selon le code de l'UOMOA, on est exonéré de cette taxe de 18 %, mais dans certains pays, on est obligé de la payer. Alors, lequel des 2 codes a priorité? Est-ce que c'est le code du pays local ou c'est le code de l'UOMOA qui doit primer? Parce que c'est une question importante pour nous. C'est souvent des gros coûts. Et il y a un imbroglio ici là, où on est obligé quasiment d'aller en cours pour régler ça. Alors, à votre avis, lequel des 2 codes devrait primer? L'UOMOA ou celui des pays membres lorsqu'il y a des divergences? Merci. Monsieur Fahmy? Well, I'll feel more comfortable answering the first one about the internal promotion. Definitely, the ABCs now of investment is that the foreign direct investment follows the local investments, not the other way around. So definitely there has to be some internal thing for about the size of the market and the political will. It also have to do with schemes of regional integration and the political will behind the countries within Africa to make this a reality. And this is why when we are trying to have that investment forum, make it an annual event, it's really to make these things in concrete steps and make people meet and see what problems they are facing and get politicians and businessmen and try to solve them in a problem-solving mode. And as you go along, you really make reality happens, and then
the outside investment comes after that. But we need to have an intra-African dialogue on these issues and promote them internally. I agree 100%, so there's no difference. About the tax codes, I'm not the expert of taxes, but I do like to make a point that part of Africa's problem is the issue of transfer pricing and, and companies avoiding paying taxes with sophisticated accounting mechanisms. Of course, I'm not accusing you of that, but I'm just saying that while I don't know the answer for the tax problem you mentioned, but I think part of the huge losses that Africa has in its revenues for its government used for internal investment is practices of transnational working on the continent and avoiding paying taxes to the proper authorities in general, not in mining, but also in all other fields. Merci. Monsieur, pour la question sur les codes, je crois que la réponse peut être simple, hein, elle est directe. Il y a une prééminence des codes communautaires sur les codes nationaux, quel que soit l'endroit où vous allez. C'est un principe intangible des unions régionales. Les codes communautaires ont une prééminence sur les codes nationaux. Du reste, quand vous regardez le code des investissements de l'UEMOA, que ce soit le code des investissements, le texte qui réglemente la fiscalité à l'intérieur des pays, ou le code minier, tous les pays de l'UEMOA ont été invités d'attendre que l'UEMOA achève son processus de définition de ces codes pour faire les codes nationaux. Cela veut dire tout simplement que les codes nationaux sont supposés être harmonisés ou bien indexés, ou en tout cas articulés avec le code communautaire, qui a une prééminence opératoire, même du point de vue juridique. C'est-à-dire quand vous avez un problème, vous vous référez au code communautaire, vous êtes dans le droit. Si maintenant un pays va à contre-courant de ce code, c'est lui qui est dans l'illégalité. Je dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, pour ce qui concerne l'intervention de monsieur, sur la taille du marché, le coût de production. Et là, le troisième point, je ne l'ai pas compris, madame. Il a parlé d'abord de la volonté politique, puis ensuite il a parlé un petit plus de incitation financière pour être là. Incitation financière. Mais aussi la volonté politique. Oui, alors, oui, d'accord, ok. Le monsieur qui parle des deux systèmes de taxation. Oui. Ok, merci. La taille du marché, si vous voulez parler de l'Afrique de l'Ouest, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je peux y revenir. Quand on fait la promotion de nos pays, il faudrait peut-être sortir du paradigme nationaliste, c'est-à-dire considérer que le Sénégal, ça fait 13,5 millions. Du point de vue de la promotion des investissements, le Sénégal fait aujourd'hui 93 millions de personnes, puisque vous avez accès librement au marché sous-régional. Vous avez accès à un marché de 93 millions de personnes. En toute liberté, vous ne payez pas de droits. Je parle de la norme. Maintenant, je parle de la norme. Maintenant, je confesse avec vous qu'il y a des formes d'entrave au processus qui sont le fait de mauvaise volonté plus que des États quand même. Hein, des mauvaises volontés de certains opérateurs véreux. Quelquefois même, vous avez des choses qui se passent qui n'auraient pas dû se passer. Mais la volonté politique, elle est déclinée sur un texte communautaire qui consacre la liberté de circuler des capitaux, des personnes et des biens. Ça, c'est consacré par les textes communautaires. Et ça se passe souvent comme ça. Il arrive qu'il y ait des entraves, mais qui doivent faire l'objet de luttes encore plus. Parce que cette volonté politique dont vous parlez, elle peut même être étayée par la volonté des États d'identifier les entraves dans les corridors. Il y a encore 3 mois, au Sénégal, s'est tenue une conférence des ministres du commerce de la CEDEAO, donc y compris ceux de l'UEMOA, pour examiner ce problème. Une étude a été commanditée auprès d'un organisme qui est très outillé en la matière, ENDA, Environnement et Développement pour le Tiers-Monde, qui avait déjà fait cette étude-là sur les facteurs de blocage dans les corridors, l'entrave à l'intégration régionale. Ça arrive, hein, je le reconnais avec vous. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être jugulé par le temps. Parce qu'il y a des pays quand même qui sont restés apeurés par l'idée de renoncer à certains privilèges fiscaux. Hein, ils avaient l'habitude d'encaisser de l'argent. Ils ont cette illusion que quand ils renoncent à cette fiscalité, ils renoncent à de l'argent. Mais renoncer à la fiscalité, c'est gagner autre chose. C'est gagner des emplois, gagner un dynamisme économique qui peut se traduire in fine par une hausse même des recettes fiscales. Mais je suis d'accord totalement avec vous, c'est quelque chose qu'on constate et les chefs d'État en sont conscients, eux-mêmes qui ont décidé de commanditer une étude pour juguler ce phénomène.
Okay. We have to almost wrap it up right now because I'm being given a signal that the time is coming. I do have one last question, and I'm the president of an Asian Latin American Business Council, which was launched last November in Mexico City with the intention of marrying the power of political parties with the power of capital through business. And we're hosting a meeting in Beijing next month, which is going to be hosted by the Communist Party of China. There are 330 political parties in the Asian partnership part of the equation. And we would like to have a partnership with Africa, but the political structures aren't evident as to where we could and should go to make this happen. So speaking of political will, and without getting into the multi-party or single-party political systems, because lots of systems aren't democratic, there is a sense in Africa that the political structures aren't strong enough to be able to go to one table and talk to the continent. And is that something that you can advise on? And if so, there are investors in Asia and in Latin America who are very interested in coming to Africa, but they would like to have the political will and the business clout at the same time, and they would like to kind of know where to go. Je continue sur ma lancée, si vous permettez d'abord. Mais on a juste comme 2 minutes pour terminer. 2 minutes, D'accord, ok. 2 minutes. Pour les incitations aux investisseurs, c'est de ça que vous vouliez parler tout à l'heure. Après la taille du marché. Donc la taille du marché, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Alors, je vais parler pour le Sénégal. Je ne connais pas pour les autres. Pour le Sénégal, il n'y a pas de distinction entre investisseurs nationaux et étrangers. C'est écrit noir sur blanc au titre 8 du Code des investissements. Absence de distinction, quelle que soit la forme. Nous avons adopté les principes de l'Organisation mondiale du commerce et les principes de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement. Le traitement national des investisseurs. Autrement dit, tout investisseur au Sénégal est un Sénégalais. Traitement national. De ce point de vue-là, donc, il n'y a pas de distinction. Maintenant, il y a une volonté de promouvoir le secteur privé. Vous avez 1 minute de plus. Oui, d'accord, ok. Il y a une volonté de promouvoir le secteur privé. Quand vous investissez en forme PPP, partenariat public-privé, vous avez enfin, je ne veux pas dire astreinte, mais vous êtes obligé de léguer une part du capital de la société de projet, de votre projet, à des investisseurs nationaux. Mais ça ne peut pas dépasser 20%. Mais ça, c'est le souci de promouvoir l'entreprise domestique. Nous n'avons pas fait comme d'autres pays. Ce que je suggère, c'est qu'on continue la discussion en détail une à une. Et s'il y a des gens qui veulent, bilatéralement, comme dans les Nations Unies, on fait des réunions bilatérales. Et je pense aussi, vendredi, on a le temps mis à côté précisément pour les réunions bilatérales. Sénégal. Oui, avec tout le monde. OK. Est-ce que vous voulez juste faire un petit commentaire de clôture? Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. C'est bon. Merci beaucoup. I'll briefly answer your question. I think it's a very good idea to have this interaction. I think it depends on the flexibility of the interpretation on your side, because definitely there is a difference in governance mechanisms a little bit. And of course, Africa is not also whole harmonized or uniform. I mean, you find the spectrum is different. So and you can find always a functional equivalent of what you are looking for. And maybe it could be a healthy discussion that would also move forward with the process of institutional development within Africa itself when they interact with you and see how parliaments or other parties are doing successfully. So it's also an incentive to stimulate parties to be more assertive and more involved in economic life and so on. So I think it works both ways. How do you define the concept? Are you flexible about it? And then you start to identify what's the functional equivalent of a party or somebody who's an anchor in terms of the political process to deal with your institution or organization as it's working. Thank you very much. Well, I think this was a very, c'était une séance très fructueuse et j'aimerais me joindre à vous en remerciant nos présentateurs. Thank you very much for your very thorough presentations, and I know the discussion will continue at pace. Merci beaucoup et on vous attend avec une autre annonce. Oups, attention. On l'attrape. Voilà.
Merci, merci. Alors, voilà. Je remercie chaleureusement l'honorable Sheila Copps, vice-première ministre du Canada de 1993 à 1997, qui a modéré de manière extraordinaire ce panel, véritablement. Je remercie également M. Abdoulaye Ly, directeur national de la promotion des investissements, ainsi que l'ambassadeur Dr Hazem Fahmy de l'Agence égyptienne de partenariat et développement. Je vous remercie tous pour votre présence. Alors, je vous invite à prendre une petite pause à l'extérieur de la salle. Il y a par la suite un autre panel tout aussi intéressant qui aura lieu à 16h10 ici. Et le thème est « Renforcer la compétitivité des entreprises africaines ». Alors, je vous retrouve dans un instant. Merci beaucoup.